Passer de 18 à 9 mois la durée d'indemnisation lorsqu'un demandeur d'emploi a tendance à refuser trop d'offres d'emploi. Et cette proposition de réforme du ministre de la Justice a retenu votre attention. Oui, pour deux raisons. Une première sur le fond et une autre sur la forme. Sur la forme, tout d'abord, on est dans une période politique et économique très incertaine, avec beaucoup justement de risques. On est un peu sur une poudrière. Et le fait de vouloir justement avoir un mélange des genres entre un ministre de la Justice qui fait des propositions économiques pour réguler le marché du travail, je trouve que ça brouille un petit peu les pistes. Et malheureusement, ça n'apporte pas de la clarté dans une période qui en a besoin, premièrement. Deuxièmement, on a, et on le sait aussi, dans ce contexte politique, on a des anticipations de la part des agents qui s'ancrent par rapport justement à ce qu'ils entendent le petit matin au journal télévisé et pas par rapport à ce qui est voté et publié au journal officiel. C'est ainsi que par exemple, dès que vous proposez une augmentation de taxes, dès que vous proposez une suppression d'une subvention, comme par exemple sur le crédit d'impôt à domicile, et ben là tout de suite vous avez une anticipation qui est quasiment immédiate, même si c'est pas encore traduit dans la réalité. Donc c'est vrai ce que vous dites. Il a fallu la semaine dernière marteler le fait que ça n'était qu'une idée qui pour l'instant n'était pas validée. Et il faut dépenser 10 fois plus d'énergie à contredire cette assertion que le péché originel. Donc déjà, on acte dans l'imaginaire de beaucoup de gens, parce que ça vient du gouvernement, bah forcément c'est un projet qui est sur la table et qui va être réalisé. Donc ça déjà sur la forme, je trouve ça absolument catastrophique. Sur le fond ensuite, il y a effectivement un gros problème de taux d'emploi en France quand on regarde notamment aux deux bornes qui sont les bornes des seniors et les bornes des juniors. Mais c'est pas par ce genre de mesures-là qu'on va le résoudre. 3 petits chiffres justement pour contredire un petit peu ce qu'il dit, parce que c'est une antienne qu'on entend depuis des années sur le fait que l'assurance chômage serait trop généreuse. C'est ça qui causerait du chômage structurel. Premièrement, le nombre de chômeurs, et ça c'est la DARES qui le renseigne tous les ans, qui le sont de manière volontaire, c'est-à-dire qui refusent volontairement plusieurs fois des offres d'emploi, c'est 7%. Donc on a 93% des demandeurs d'emploi qui sont dans une démarche proactive de recherche ou en tout cas d'accompagnement. Deuxièmement, le taux de chômage, quand on regarde structurellement de quoi est-ce qu'il est composé, il est composé premièrement de chômeurs de longue durée et qui sont peu qualifiés. Oui. En quoi est-ce que réduire la durée d'indemnisation en dessous de la borne à partir de laquelle vous devenez chômeur de longue durée permettra justement d'aider à des reprises d'emploi, si ce n'est d'augmenter leur précarité. Troisièmement, on oublie complètement la question de la formation, la question de la qualification. On a un marché du travail qui est extrêmement polarisé entre non qualifiés et personnes qualifiées. 3% de taux de chômage pour les bac plus 5, bac plus 7, 17% pour les bacs, ceux qui ont un niveau inférieur au bac. Donc tant qu'on n'aura pas justement réussi, et ça aurait été intéressant de la part du ministre de la Justice, qu'il apporte un peu de justice sur ce marché du travail, en plus surtout sur le narratif qu'il veut créer autour des classes populaires, de dire moi je vais plutôt m'attaquer au culte du diplôme, faire en sorte que la qualification ex-ante à l'entrée sur le marché du travail ne soit plus un frein sur la progression de la carrière. Je vais travailler sur les parcours professionnels tout au long de la vie et faire en sorte que, parce que vous rentrez sur le marché du travail avec bac-2, vous pouvez quand même finir technicien à la fin de votre carrière. Et c'est ça justement qui vous empêchera, qui pourra motiver le fait que vous repreniez de l'emploi. Malheureusement, dans un contexte politique où il faut faire des phrases qui durent 10 secondes, sinon on n'est pas repris par vos confrères, et on se meurt justement de ce manque de complexité. Donc tout ça pour dire que, s'il vous plaît, hommes politiques, on en reviendra après sur la taxe du SPAN, arrêtez de réfléchir avec votre rubris, réfléchissez un peu plus avec votre calculatrice et surtout reposez-vous un petit peu sur des études sérieuses qui ont été faites plutôt que de dire n'importe quoi. Notre pays, on a un peu marre de ces assertions politiques qui ne servent à personne si ce n'est à leurs émetteurs. C'est vrai ce que vous dites, Erwan, sur le fait qu'on a globalement plus tellement la place à plus de 40 secondes pour exprimer une idée. Mais à qui la faute dans ces cas? Est-ce que c'est à l'émetteur ou est-ce que c'est au récepteur? Est-ce que c'est aussi est-ce que c'est pas aussi à l'auditeur qui se dit j'ai pas un temps d'attention supérieur ou je cherche pas l'effort de... Je sais pas. Mais en tout cas, malheureusement, on peut pas continuer dans un débat politique comme ça. Surtout quand on voit ce qui va arriver d'un point de vue économique dans les années qui viennent. C'est-à-dire, on va quand même avoir des dépenses, un changement de périmètre de l'État assez drastique. Donc, il va y avoir un besoin de pédagogie assez important si on veut pas que les gens prennent des fourches et des torches. Et donc, comment est-ce qu'on va faire justement pour expliquer tous les changements structurels qu'on va devoir mettre en place avec des gens qui sont pas câblés pour justement les expliquer? Alors, comme vous avez été très hostile à l'idée de Gérald Darmanin, j'accueille régulièrement sur ce plateau un spécialiste également des questions d'emploi et de travail, qui est Stéphane Carcillo, qui m'a toujours expliqué que toutes les études empiriques sur les réformes d'assurance chômage montrent que c'est en jouant sur la durée d'indemnisation qu'on a des retours à l'emploi plus rapides. La durée. Mais vous avez une borne à 12 mois quand même dans les travaux académiques sur laquelle il ne faut pas descendre. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On peut moduler de 24 à 20 mois ou à 18 mois, mais descendre en dessous de 12 mois, c'est contre-productif. Ouais. Stéphane Carcillo nous a toujours dit que 12 mois, effectivement, c'était à peu près le chiffre bas. Et bon, j'imagine que vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Erwan. Oui, alors complètement. Alors je peux même un peu compléter, mais ce qu'a dit Erwan, c'était... Mais ce que dit Carcillo est faux?
Alors, on peut toujours nuancer. Hein. C'est-à-dire que une durée pour tout le monde, pour moi, ça n'existe pas. Moi, ce qui m'a le plus convaincu en lisant toute la littérature là-dessus, c'est que ça doit dépendre de la personne que vous avez en face. Dit autrement, si vous avez quelqu'un qui est proche du marché du travail, c'est-à-dire qualifié, effectivement, jouer sur la durée, et même vous pouvez descendre en dessous de 12 mois, pourquoi pas. Il faut l'inciter à retourner sur le marché du travail. En revanche, plus vous êtes éloigné du marché du travail, c'est-à-dire que vos qualifications ne correspondent pas au marché du travail, plus il faut augmenter cette durée de cotisation. Ça, c'est 3 prix Nobel qui l'ont eu. Diamond était un des 3, j'ai oublié les 2. Donc, en fait, ça doit dépendre de qui vous avez en face de vous. Et donc, comme l'a répété Erwan, aujourd'hui, quand même, les personnes qui sont au chômage sont plutôt des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Et donc, pourquoi c'est important de les garder? C'est-à-dire qu'il faut les garder et les former à autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les garder pour les garder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, non mais tu as le droit à 18 mois. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle des dépenses actives. Les dépenses passives, c'est leur donner une allocation pour qu'ils puissent vivre, d'accord? Et la dépense active, c'est les former. Et donc, il va falloir réfléchir quels sont les métiers de demain et des personnes peu qualifiées qui doivent être formées à un autre métier, ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que la durée peut être un peu plus élevée que 12 mois selon les qualifications de la personne. Là où je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Erwan, c'est aujourd'hui, on va en parler peut-être, c'est dans votre sommaire, quelles sont les perspectives de croissance en 2025? La Banque de France est tombée à 0,6. 0,6%. Nous sommes à 0,5. Allez, peut-être. Vous êtes à 0,5, l'OFCE. Oui, nous on est à 0,5. Mais c'est pareil, 0,6, 0,5, on va pas se battre. OK. Quel est aujourd'hui les niveaux de la productivité, les taux de croissance de productivité? Depuis 2 ans, on est à 1,8 dans le secteur privé. Donc vous avez de la productivité qui redémarre, 1,8. Pas de croissance économique. Quand l'INSEE questionne les chefs d'entreprise, pourquoi? Quels sont les freins à votre production? Carnet de commandes vide. D'accord. Donc, pas de demande, la croissance faible, un retour de productivité. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que les entreprises vont recruter? Non, elles disent massivement. Les perspectives d'emploi dans les enquêtes sont descendues en dessous de la moyenne. Tout le monde s'attend à des destructions d'emplois l'année prochaine. Vous pensez que c'est le moment de faire une réforme de l'assurance chômage? Vous voyez, c'est ce qu'on a un peu appris aussi. Il faut faire du contrat cyclique. D'accord? Le jour où effectivement il y a une forte reprise et que les chefs d'entreprise disent je retrouve pas et je trouve personne, allez, qu'on commence à de durcir. Pourquoi pas? On est en sens inverse aujourd'hui. Ce qui avait été dit au départ. Hein. Oui, c'est ce qui a été dit au départ. De réforme, il était dit qu'on réformait par beau temps. Il ne faut pas s'y tromper. Si le ministre de la Justice il dit ça, c'est que c'est très populaire. Parce que vous voyez, quand vous parlez de réforme des retraites, tout le monde est dans la rue. C'est marrant, celle-là est populaire. Mais quand vous parlez de taper sur les chômeurs, il n'y a personne qui va bouger un orteil. Et donc, vous pouvez tenter d'économiser 1 milliard, 2 milliards par ça. Ça fait, regardez, moi, je vais mettre la France au travail. Donc, c'est assez démagogique. Ça a but de peut-être encore faire quelques économies. Et le dernier point, et après je me dis, c'est que globalement, on a fait des réformes de l'assurance chômage depuis 2017. En veux-tu, en voilà. Il y a la dernière réforme, c'est plein emploi. Attendons que ces réformes portent leurs fruits. Moi, je pense que ces réformes-là sont pas non plus essentielles, mais peu importe. Je veux bien être convaincu de l'inverse, mais attendons quand même de faire des évaluations de toutes ces réformes-là, et après on passera à une nouvelle réforme. L'une des plus dures était celle qui a été enterrée par Gabriel Attal au moment des européennes. C'est vrai, mais vous voyez, la dégressivité sur les allocations, on sait que ça ne marche pas, et pourtant ça a été fait. Non, mais moi j'ai toujours maintenant ancré l'idée que c'était la durée d'indemnisation qui était le critère le plus efficace pour préciser. Enfin, ce que disait Carcillo régulièrement, c'est que c'est toujours à partir de 6 mois avant la fin des indemnités, c'est là où on se bouge. C'est un peu le syndrome du lycéen ou du collégien qui se décide à ouvrir le bouquin de géo pour le contrôle du lendemain le dimanche après-midi, alors qu'il aurait pu l'ouvrir le mercredi précédent. Bon. Vous défendez, vous avez un avis là-dessus, François Hécall? Parce que pour l'instant, j'ai 2 avis qui sont très hostiles à l'idée qu'on touche à l'assurance chômage, alors que l'opinion généralement est pour, c'est vrai. J'ai depuis très longtemps une proposition beaucoup plus radicale, indépendamment de la position dans le cycle économique. Je raconte d'ailleurs dans mon livre de mais j'ai mémoire. Oublié de le citer. Attendez, mes comptes publics, conception et contrôle des politiques économiques depuis 1980, chez Odile Jacob. Il y a 40 ans déjà, quand j'étais élève à l'ENA, on avait fait un rapport sur sur les fraudes dans l'indemnisation du chômage. Et une des conclusions que j'en avais tirées personnellement, on avait vu beaucoup de gens, etc., c'est que
l'offre raisonnable d'emploi, on ne savait pas le définir. Les actes positifs et répétés de recherche d'emploi, on ne sait pas définir. Et donc, on ne sait pas sanctionner les fraudes dans l'indemnisation du chômage, etc. Ou les manquements, en tout cas. Voilà, manquements, etc. On ne sait pas, on perd son temps. Et donc, ma proposition radicale, c'est on arrête. On arrête de contrôler des demandeurs d'emploi. On arrête de leur casser les pieds. On arrête d'employer des dizaines, des centaines de conseillers de France Travail pour essayer de savoir s'ils répondent à des offres raisonnables, ce qu'on est incapable de définir. Et en contrepartie, simplement, on leur dit au chômage, voilà, vous avez une allocation. Bon, dans 6 mois, elle va baisser de X%, dans 1 an de Y%, et dans 2 ans, on peut discuter de la durée, et dans 2 ans, vous vous retrouvez à l'ASS, d'un minimal pour les chômeurs de longue durée. Et à ce moment-là, effectivement, on peut reparler de contrôle. Parce que là, on peut pas descendre plus bas. Bon, il y a un minimum. Donc à ce moment-là, on peut reparler de contrôle. Et puis c'est tout. Et je pense quand même, je suis quand même un peu plus sur la dégressivité des allocations chômage. Elle a été instaurée là depuis 3 ans pour les cadres. Et au-delà d'un certain niveau de revenu. Il y a eu des évaluations qui ont été faites par l'UNEDIC et partenaires sociaux qui montrent que ça a quand même eu un effet. Que justement parce que les gens attendent le dernier moment. Voilà, donc ça a quand même un effet. Voilà, donc je suis beaucoup plus radical. On arrête de contrôler et puis on se contente de donner un signal prix, comme disaient les économistes. Voilà, votre allocation, elle va finir par baisser et on laisse les gens se débrouiller. C'est un peu quand même, c'est un peu du vol pour les cadres, parce qu'on leur a rendu leur allocation dégressive, mais on leur a pas baissé les cotisations chômage qui sont prélevées sur leur salaire. Et le retour à l'emploi des cadres, on ne sait pas si ça n'a pas pris de l'emploi de personnes qui étaient un peu moins qualifiées. Et donc, ça fait juste des économies pour l'assurance chômage, puisque vous remplacez un chômeur qui coûte cher par un chômeur qui coûte un peu moins cher. Mais en termes de création d'emplois... Mais est-ce qu'on sait le mesurer? Parce que j'entends cet argument souvent, Éric. On sait aujourd'hui, François vient de dire, on ne sait pas. L'offre raisonnable d'emploi, on ne sait pas. Et il y a des choses qui sont très difficiles, qu'on peut comme ça envoyer à la cantonade devant des micros lors de débats. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de cadres qui, en désespoir de cause, vont prendre un emploi qui est un peu sous-qualifiés par rapport à leur profil? On peut l'approcher parce que quand vous prenez les chiffres, notamment des différentes bases BAEMO, et que vous regardez par rapport à la structure de la population active, vous voyez qu'en fait, il y a quand même un certain déséquilibre qui s'opère. Mais c'est aussi parce que la structure de la population active, dans certains cas, est trop qualifiée, dans le sens où on a une part de Bac+5 dans certains secteurs qui est trop importante par rapport aux besoins réels du marché. Et sur d'autres secteurs qu'il est un peu moins inférieur, un peu plus équilibré. Mais pour relier le point avec la productivité dont parlait Éric avant, on devrait faire justement de l'assurance chômage. Alors, moi, j'adhère au fait de nos contrôles, pourquoi pas, mais on peut aussi se dire en faire un outil au service de notre productivité. C'est ce que font les Danois, par exemple. Au Danemark, quand vous partez au chômage, quand vous vous inscrivez, 1 mois après, vous avez rendez-vous avec votre conseiller qui vous demande quelle formation vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester dans votre branche actuelle? Est-ce que vous voulez changer de branche? Et à partir de là, vous avez un parcours professionnel qui s'opère et votre assurance chômage est versée en indemnité de formation. Ce qui fait que le Danemark a 30% de sa population en formation continue, 30% toute l'année, et le Danemark a pas de problème de productivité. Ils ont une productivité horaire du travail qui est supérieure de 22% à la France. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'assurance chômage un traitement quelque part social du chômage, c'est-à-dire qu'on a donné l'allocation et derrière, on n'a aucun suivi parce qu'on n'a pas les effectifs à France Travail, surtout parce qu'on n'a pas la structure et la façon de le penser. Donc aujourd'hui, on a un allocataire qui malheureusement va rester très longtemps au chômage si jamais il n'est pas qualifié, il va avoir ses compétences en plus qui vont se détériorer à partir du 6e mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut à partir de là stopper l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il faut absolument, plus on va le laisser au chômage longtemps, moins il va avoir de chances de rentrer sur le marché du travail. Or, moins il va être qualifié, plus il va rester longtemps sur le marché au chômage. Donc, ce qu'il faudrait réellement faire, c'est de se dire, on fusionne formation professionnelle et assurance chômage, j'ai pu le formuler sur ce plateau, et de dire, on vous laisse 3 mois de recherche active, et au bout de 3 mois, vous basculez automatiquement dans une formation. Ou une partie de l'allocation chômage finance votre formation, exactement. Et là, on peut être un peu plus coercitif en disant, par contre, si vous venez pas en formation, ou si vous suivez pas la formation, là, on coupe une partie de vos indemnités. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de destruction d'emplois l'année prochaine. On a en plus un taux l'indicateur avancé du marché du travail, qui est quand même le recours à l'intérim, est en chute libre. Donc effectivement, on voit que c'est un petit peu la mer qui se retire avant la tempête. Donc,
on va avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage, qui l'ont pas été depuis longtemps. Or, qu'est-ce qu'on a depuis 2018 et depuis la réforme Pénicaud? On a un recul des actifs en formation de 18%. C'est-à-dire que vous avez quasiment un actif sur 5 en moins qui s'est formé ces 6 dernières années par rapport à la période avant qu'on réforme l'assurance chômage. Pas de notion de la formation professionnelle. Et parce qu'en fait, la très bonne réforme de 2018 a formé beaucoup d'outsiders, les demandeurs d'emploi et les alternants et les apprentis, mais pas les personnes aujourd'hui en emploi. Pourquoi? Parce que là, les entreprises, en fait, ont eu une double mécanisme de cotisation. C'est compliqué, mais en gros, pour faire la formation, que vous êtes une petite boîte, il faut payer 2 fois. Et donc, du coup, on va se retrouver avec beaucoup d'actifs qui vont revenir sur le marché, qui vont se retrouver au chômage, qui n'ont pas été formés depuis plus de 10 ans. Et donc, du coup, qui, quelque part, pour retrouver un nouveau boulot avec on va dire des caractéristiques qui sont supérieures à celles qu'ils avaient avant qu'ils entrent dans le précédent poste, il va y avoir un gap énorme. Donc, on va potentiellement se retrouver avec des techniciens qui avaient un taux de chômage de 7 à 8%, mais qui vont se retrouver, en fait, à devoir rester au chômage pendant plus de 10 à 12 mois. Et donc, du coup, voir leurs compétences se déprécier et donc, du coup, accepter un poste d'agent. Donc, du coup, avoir aussi une déqualification. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à penser la productivité en matière de capital humain et de formation. Souvent, on utilise le mot formation, quelquefois un peu, je trouve que ça fait un peu quelquefois tarte à la crème de mettre le mot formation, mais enfin, visiblement, à vous entendre, c'est quand même le sujet. Bon. Ça avait été suivi des faits, vos propositions de l'époque, François Heggler? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, on continue. Ça fait 40 ans qu'on essaye de contrôler l'offre raisonnable d'emploi. Et avec d'ailleurs toujours une hésitation entre deux approches. Il y a une première approche qui consiste pour France Travail, voilà, à écrire des circulaires, des instructions de quelques dizaines de pages dans lesquelles on essaye de préciser à quelle distance se trouve l'offre raisonnable, quel niveau de rémunération, etc. Donc c'est très compliqué, bon, finalement, et on n'arrive pas à tenir compte de tous les cas de figure possibles et imaginables. Puis l'autre approche qui consiste, bon, on abandonne ça, on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que chaque conseiller, chaque demandeur d'emploi doit avoir passé une espèce de contrat avec son conseiller dans lequel on va définir un parcours, etc. On essaye de faire du qualitatif. C'est ce que disait un peu Eric. C'est très à la tête du client. C'est comme c'est pas normé à ce moment-là. Et donc on hésite depuis 40 ans entre les deux approches. Franchement, on peut pas tout normer. C'est comme l'histoire du RSA. Vous avez 2 millions de personnes. Le problème est insoluble. C'est pour ça que je dis on arrête. C'est insoluble. Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez commencé une phrase, vous êtes arrêté. Mais à ces problèmes-là, va se rajouter depuis janvier 2025 tous les bénéficiaires du RSA qui doivent s'inscrire. Donc vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire moi je trouve que la loi plein emploi, ça allait dans le bon sens. Se dire, l'idée n'est pas arriver à 5% de chômage coûte que coûte. D'accord, c'est assez facile d'y arriver à 5% de chômage. Hein. Vous mettez tout le monde à temps partiel ou vous radiez les personnes. Enfin, c'est relativement simple. C'est la mauvaise façon d'y arriver. La bonne façon, mais c'est ambitieux, c'est de dire on va augmenter les taux d'emploi, c'est-à-dire que les personnes et les taux d'activité. Ceux qui étaient en dehors de l'activité, je vais les réactiver. D'accord. Mais pour que ça fonctionne entre nous, il va falloir mettre les moyens aussi chez France Travail. C'est-à-dire que là, il faut s'intéresser aux chômeurs indemnisés, on vient d'en parler, mais aux chômeurs non indemnisés et maintenant aux bénéficiaires du RSA qui arrivent en masse. Et ça veut dire qu'il va falloir les aider à trouver leur place sur le marché du travail. Si on pense que c'est simple et qu'on y arrive sans moyens, d'accord, c'est un problème de moyens, encore une fois. Parce que l'UNEDIC se plaint d'être déjà largement ponctionné pour financer France Travail. Oui, non, mais d'accord, mais alors des moyens au moins humains. Enfin, se dire que globalement, une seule personne à France Travail va avoir maintenant 2 ou 3 fois plus de personnes dans son portefeuille et que ça va très bien se passer, c'est à mon avis un tout petit peu se bercer d'illusions. Donc non, je pense que c'était utile et que les 1,2 million bénéficiaires du RSA qui n'étaient pas dans l'activité, qu'on essaie de les réactiver, c'est une très bonne chose, d'accord, mais il va falloir mettre des moyens si on veut que ça soit utile. Et j'ai cru comprendre, mais tout ça se met en place progressivement depuis le début du mois de janvier, que justement, c'était un peu au cas par cas, que les profils RSA étaient quand même très pris en charge, parce qu'il y a certains profils tellement éloignés de l'emploi que ce n'est pas imaginable. C'est pour ça qu'il y a une catégorie F qui est arrivée. C'est la fameuse. Des personnes qui sont très éloignées du marché du travail, ça ne sert à rien, parce qu'elles ont des freins divers et variés.